En 1912, le Titanic n'est pas seulement un navire, il est un symbole, celui du progrès, de la richesse, de la domination humaine sur la nature. Présenté comme insubmersible, il incarne la certitude d'une époque convaincue que la technologie a définitivement pris le dessus sur le danger. Mais derrière cette image rassurante, une autre réalité existe déjà, moins visible, moins flatteuse. Avant même le départ, des voix s'élèvent, des ingénieurs s'inquiètent, des spécialistes parlent de compromis techniques. Le nombre de canaux de sauvetage est réduit, non par oubli, mais par choix, trop encombrant, inesthétique, inutile, pense-t-on. Le Titanic doit impressionner. Chaque détail est pensé pour séduire. Le confort, le luxe, la vitesse. Et cette vitesse devient un enjeu central, traverser l'Atlantique rapidement, montrer la supériorité du navire, prouver que les limites n'existent plus, même si cela signifie ignorer certains avertissements. Durant la traversée, des messages sont reçus, des rapports signalent la présence de glace. Plusieurs navires avertissent du danger. Ces informations ne sont pas secrètes, elles circulent, elles sont connues, mais elles sont relativisées. La confiance est totale, trop totale. Le problème n'est pas l'absence d'informations, le problème est le choix de ne pas ralentir, de ne pas modifier la trajectoire, de ne pas remettre en question le récit officiel. Le Titanic ne peut pas échouer. Et cette certitude devient une prison mentale. À bord, les passagers vivent dans une illusion parfaite. La musique joue, les repas se succèdent, les couloirs brillent. Personne n'imagine que le danger est déjà là. Invisible, silencieux, mais bien réel. Ce qui rend cette histoire si troublante, ce n'est pas la collision à venir. C'est ce qui la précède, les décisions, les priorités, les compromis acceptés au nom du prestige et de la confiance aveugle. Car le Titanic ne se dirige pas vers l'iceberg par ignorance. Il s'en approche par conviction. Et lorsqu'un système est convaincu de son invincibilité, le moindre avertissement devient inutile. La tragédie n'a pas encore commencé. Mais tout est déjà en place. La nuit du 14 avril 1912 n'arrive pas par surprise. Elle est le résultat logique de décisions prises bien avant. Le Titanic avance à grande vitesse dans une zone pourtant signalée comme dangereuse. Les avertissements continuent d'arriver, des messages clairs, répétés, ignorés devient un choix. Dans la salle radio, les opérateurs reçoivent plusieurs alertes concernant des icebergs. Certaines sont transmises, d'autres sont mises de côté. La priorité n'est pas la sécurité, mais la communication avec la Terre. Le navire doit rester connecté, le reste peut attendre. Sur la passerelle, l'ambiance est calme. Trop calme, le ciel est dégagé, la mer est plate. Cette tranquillité renforce l'illusion de contrôle. Rien ne semble urgent, rien ne semble menaçant. Et pourtant, le danger est déjà là, invisible dans l'obscurité. Réduire la vitesse aurait été possible, modifier la trajectoire aussi. Mais ces décisions auraient contredit le récit officiel, celui d'un navire puissant, rapide, supérieur. Et ce récit est devenu plus important que la prudence. Personne ne veut être celui qui ralentit le symbole. Le Titanic n'est pas seul responsable, il est le produit d'une culture. Une culture où la performance prime sur la précaution, où l'on préfère croire que les avertissements sont exagérés plutôt que d'admettre une faiblesse. Chaque officier fait confiance au système, et le système fait confiance à lui-même. À bord, les passagers dorment, certains lisent, d'autres discutent encore dans les salons. La musique résonne doucement. Rien ne laisse penser que le danger approche. Cette normalité est glaçante, car elle prouve que la catastrophe n'a pas besoin de chaos pour naître. Ce qui manque cette nuit-là, ce n'est pas l'information, ce n'est pas l'expérience. C'est le courage de remettre en question une certitude collective. Le courage de dire que l'insubmersible peut sombrer. Lorsque le Titanic poursuit sa route sans ralentir, il ne défie pas la nature. Il défie la réalité. Et lorsque la réalité finit par répondre, elle ne négocie jamais. La collision n'a pas encore eu lieu, mais le destin du navire est déjà scellé. La collision n'arrive pas comme un choc brutal, mais comme une incompréhension, un léger frémissement, une vibration inhabituelle. Certains passagers lèvent la tête, d'autres ne remarquent rien. Le Titanic ne s'arrête pas net, il continue d'avancer, comme si le navire refusait d'admettre ce qui vient de se produire. Sur la passerelle, le silence est immédiat. Les officiers comprennent avant tout le monde. Ils savent que le danger n'est pas visible, mais caché sous la ligne de flottaison. L'iceberg n'a pas frappé le navire de face.
il l'a ouvert sur le côté. Une série de compartiments sont touchés, et cette information change tout. Les premiers rapports internes sont rapides, trop rapides pour être rassurants. L'eau entre, lentement mais sûrement. Les calculs sont faits, les scénarios envisagés, et une vérité s'impose. Le Titanic ne peut pas survivre à ce type de dégâts, pas longtemps. Mais cette vérité reste confinée. Elle circule entre quelques hommes, elle n'est pas encore partagée, car annoncer la gravité de la situation provoquerait une panique immédiate. Alors on temporise, on minimise, on espère encore, même lorsque l'espoir n'a plus de fondement réel. À bord, la majorité des passagers ignorent toujours ce qui se passe. Certains ressentent une gêne légère. D'autres retournent à leur cabine. La musique continue, les lumières restent allumées. Le luxe maintient l'illusion de contrôle, et cette illusion coûte un temps précieux. Pendant ce temps, les membres de l'équipage reçoivent des ordres contradictoires. Préparer les canaux, mais sans urgence. Rassurer, mais sans expliquer. Agir, mais discrètement. Cette gestion du silence est fatale, car chaque minute perdue réduit les chances de survie. Les canaux de sauvetage sont prêts, mais insuffisants. Ce n'est pas une surprise. Le choix a été fait bien avant le départ. Et maintenant, ce choix revient hanter le navire. L'espace manque, les décisions deviennent cruelles. Qui part? Qui reste? Qui attend encore? Ce qui frappe dans ces premières minutes, ce n'est pas le chaos, c'est l'ordre. Un ordre artificiel, maintenu pour préserver l'image d'un navire maîtrisé. Mais sous cette façade, la réalité progresse inexorablement. L'eau monte, le temps s'écoule, et le destin du Titanic se précise. La catastrophe n'explose pas, elle s'installe. Et plus le silence dure, plus le prix à payer devient élevé. Lorsque la gravité de la situation ne peut plus être dissimulée, le Titanic entre dans une nouvelle phase, celle où le silence ne suffit plus, mais où la vérité reste encore fragmentée. Les officiers savent, l'équipage commence à comprendre. Mais les passagers, eux, sont maintenus dans une attente dangereuse. Les premiers canaux sont préparés sans urgence apparente. On parle de précautions, d'exercices, de simples mesures de sécurité. Le ton est calme, presque rassurant, car reconnaître la réalité provoquerait une panique incontrôlable. Et dans l'esprit de ceux qui commandent, le maintien de l'ordre passe avant tout, même avant la survie. Très vite, une autre réalité s'impose. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Ce fait est connu depuis le départ. Il est inscrit dans la conception même du navire. Mais tant que le Titanic avançait fièrement, cette limite semblait théorique. Désormais, elle devient tragiquement concrète. Les décisions prises à ce moment-là révèlent les fractures profondes de la société. Les passagers de première classe sont informés en priorité. Ils ont un accès plus rapide aux canaux. Leurs couloirs sont plus proches. Leur voix est plus écoutée. En troisième classe, l'information circule lentement, parfois trop tard. Les portes, les couloirs, les règles, tout devient obstacle. L'équipage obéit aux ordres, non par cruauté, mais par discipline. Maintenir la séparation, éviter les mouvements de foule. Gérer la situation comme un protocole. Mais chaque minute perdue aggrave l'injustice. Chaque décision administrative se transforme en condamnation silencieuse. Pendant ce temps, l'eau continue de monter. Le navire s'incline lentement, presque imperceptiblement au début. Puis de manière évidente, les couloirs changent d'angle, les objets glissent, la réalité s'impose enfin à tous, et avec elle, la peur. Ce qui frappe dans ces instants, ce n'est pas seulement la détresse, c'est la lucidité tardive. Beaucoup comprennent alors que le drame ne vient pas uniquement de l'iceberg. Il vient de choix faits bien avant, de compromis acceptés, d'un système pensé pour impressionner, pas pour protéger. Le Titanic devient un miroir cruel, un miroir de son époque, de ses hiérarchies, de ses certitudes, de son aveuglement. Et tandis que les canaux quittent le navire, partiellement remplis, une vérité insupportable se dessine. Tout le monde ne sera pas sauvé, non par manque de courage, mais par manque de volonté d'anticiper. La catastrophe atteint désormais sa pleine dimension, non plus comme un accident, mais comme une conséquence. À mesure que les minutes passent, le Titanic cesse d'être un navire et devient un lieu d'attente, l'attente de l'inévitable. Ceux qui sont encore à bord comprennent désormais qu'il n'y aura pas assez de canaux, que toutes les promesses de sécurité étaient conditionnelles, que la hiérarchie sociale n'a pas disparu avec le danger, mais qu'elle l'a accompagné jusqu'au bout. Sur le pont, certains espèrent encore. D'autres savent. Les décisions ne sont plus vraiment des décisions. Elles sont des réactions tardives à des choix faits bien avant cette nuit. Le froid s'intensifie.
Le silence de l'océan contraste avec la panique intérieure, et chaque instant rappelle que le temps a été gaspillé. Lorsque le navire se dresse finalement, la réalité devient impossible à nier. Ce moment n'est pas soudain, il est progressif, il est lent, et il est profondément injuste, car ceux qui auraient pu être sauvés plus tôt ne le seront plus. Non par manque de moyens, mais par manque d'anticipation. Les derniers canots s'éloignent. Derrière eux, des centaines de personnes restent piégées. Le Titanic n'est plus un symbole de progrès. Il devient le témoin brutal d'un système qui a privilégié l'apparence à la prudence, la vitesse à la sécurité, le prestige à la vie humaine. Lorsque le navire disparaît enfin sous la surface, ce n'est pas seulement une tragédie maritime qui se produit, c'est l'effondrement d'un mythe, celui de l'invincibilité technologique, celui de la maîtrise totale, celui d'un monde persuadé que l'argent et l'ingénierie suffisent à dominer la réalité. Après le naufrage, les récits se multiplient, les justifications aussi. On parle d'accidents, de fatalités, de circonstances exceptionnelles. Mais ces mots masquent l'essentiel. Le Titanic n'a pas coulé parce que l'iceberg était invisible. Il a coulé parce que les avertissements étaient visibles et ignorés. L'histoire retiendra la date, le nom du navire, le nombre de victimes. Mais elle oubliera souvent le plus important. Ce drame n'était pas inévitable. Il était prévisible. Et c'est précisément cela qui le rend si troublant. Le Titanic n'a pas sombré dans la nuit par surprise. Il a sombré à cause d'un excès de confiance et d'un refus collectif de ralentir. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres scandales historiques à eux qui ont changé le cours du monde.